Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont reconnu l'État palestinien dimanche. La France et plusieurs autres pays devaient suivre cette semaine lors de l'Assemblée générale des Nations unies. La droite conservatrice américaine a rendu hommage dimanche au militant Charlie Kirk, près de 2 semaines après son assassinat que Donald Trump a qualifié d'attaque contre le pays tout entier. Au moins 2 morts et de nombreux blessés suite aux frappes russes sur les villes ukrainiennes dans la nuit de dimanche à lundi. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont reconnu dimanche l'État palestinien dans un revirement diplomatique historique à quelques jours du sommet de l'Assemblée générale des Nations unies qui doit s'ouvrir mardi. Cette décision de reconnaître l'État palestinien semble être une initiative coordonnée entre les États du Commonwealth et intervient malgré l'opposition des États-Unis et d'Israël. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. We recognised the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. Keir Starmer a déclaré que cette décision était cruciale pour résoudre la crise humanitaire en cours à Gaza, mais a souligné qu'elle ne constituait pas une récompense pour le Hamas. Les autorités israéliennes ont condamné cette reconnaissance, Benyamin Netanyahou affirmant qu'elle déstabilisait la région et renforçait le groupe militant armé. Dans le même temps, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé qu'il soulèverait la question de l'annexion de la Cisjordanie lors de la prochaine réunion du cabinet en réponse à ces reconnaissances. Tense discussions are expected at the UN General Assembly High-Level Week. Debates will start Tuesday and runs through next Monday, with leaders from 195 countries taking the stage. Monday could see some Western countries recognizing Palestinian statehood, which is expected to draw a strong reaction from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who speaks Friday. Other hot topics include Iran's nuclear deal and the war in Ukraine, with Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaking on Wednesday and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Saturday. Climate action will also take central stage, with countries presenting updated Paris Agreement plans to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. The Assembly will also tackle the UN's financial crisis and its reform plan. Eleonora Vasquez, Euronews, New York. Un service commémoratif aux accents aussi politiques que religieux. Une cérémonie a été organisée dimanche au State Farm Stadium de Glendale en Arizona pour rendre hommage au militant conservateur Charlie Kirk, près de 2 semaines après son assassinat par balle lors d'un débat public dans l'Utah. L'événement a rassemblé près de 200 000 personnes. Le président américain Donald Trump a fait l'éloge du militant et a qualifié son assassinat d'attaque contre le pays tout entier. Charlie's murder was not just an attack on one man or one movement. It was an attack on our entire nation. That was a horrible attack on the United States of America. It was an assault on our most sacred liberties and God-given rights. The gun was pointed at him, but the bullet was aimed at all of us. La veuve de Charlie Kirk, Erika, a honoré l'engagement de celui qui a joué un rôle majeur dans l'élection de Donald Trump, en mobilisant une grande partie de la jeunesse conservatrice américaine. Elle a également adressé un message direct à l'auteur présumé du meurtre, Tyler Robinson. My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Le meurtre de Charlie Kirk a exacerbé les tensions dans un climat politique déjà particulièrement polarisé aux États-Unis. Le gouvernement américain, Donald Trump en tête, a immédiatement accusé la soi-disant gauche radicale d'en être responsable, bien que les principaux dirigeants démocrates du pays aient unanimement condamné l'assassinat.
De nombreux experts craignent que les États-Unis ne soient entrés dans une ère inédite de violence politique. Le Pentagone exigera désormais des journalistes accrédités qu'ils signent un engagement à s'abstenir de faire des reportages sur des sujets dont la diffusion n'a pas été autorisée, y compris pour les informations non classifiées. Le nouveau département de la guerre a expliqué dans un mémo de 17 pages que les journalistes qui ne respectent pas cette nouvelle politique risquent de perdre leurs accès à l'information. Les nouvelles restrictions interviennent alors que le gouvernement de Trump intensifie ses attaques contre le paysage médiatique. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, déclare que les journalistes ne seront plus autorisés à circuler librement dans les couloirs, ajoutant qu'ils doivent soit suivre les règles, soit rentrer chez eux. Les journalistes américains ont dénoncé les nouvelles mesures comme étant inconstitutionnelles, les qualifiant d'attaque contre le premier amendement qui garantit la liberté de la presse. Encore une nuit sous les frappes russes en Ukraine. Vers 4h30 du matin, les forces russes ont attaqué des infrastructures civiles à Zaporijia, détruisant et endommageant des véhicules et provoquant des incendies. 2 personnes ont été tuées et 2 autres blessées. Près de 4 heures du matin, Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a été visé par les drones qui ont causé de nombreux incendies dans les bâtiments industriels et une école. Au moins une femme a été blessée. Les feux dans les maisons d'habitation ont également été constatés dans la capitale Kiev. Un homme de 32 ans blessé. La nuit précédente, la Russie a lancé 54 drones Shahed de fabrication iranienne visant plusieurs villes ukrainiennes. Ces attaques surviennent alors que la Russie continue d'intensifier son assaut sur le Donbass afin de renforcer son emprise sur l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dans un message sur X que la semaine précédente, la Russie avait lancé plus de 1500 drones et largué 1280 bombes aériennes guidées sur son pays. Il a appelé les alliés à accroître la pression sur Moscou pour l'obliger à revenir à la table des négociations et rétablir la paix en Ukraine. La Moldavie s'apprête à élire un nouveau parlement le 28 septembre prochain. Les élections législatives ont été convoquées par la présidente Maia Sandu après la chute du gouvernement pro-occidental du Premier ministre Dorin Redchan, renversé le mois dernier par un vote de défiance. Le pays, en passe d'adhérer à l'Union européenne, se trouve néanmoins à proximité immédiate de la guerre menée par la Russie en Ukraine et subit régulièrement des pressions et attaques hybrides de Moscou. Selon les sondages, la course électorale s'annonce serrée entre les forces pro-occidentales et pro-russes. Dans ce contexte, le vote des Moldaves vivant dans la région séparatiste de Transnistrie pourrait s'avérer déterminant. Administrativă dintre Republica Moldova și regiunea Transnistreană. Aici, în satul Barnița, va fi deschisă o secție de votare unde vor putea să vină să aleagă viitorul Parlament cetățenii moldoveni din regiunea Transnistreană. 12 astfel de secții vor fi deschise în total pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit primelor estimări, la alegerile din 28 septembrie ar putea să participe aproape 30.000 de cetățeni din regiunea Transnistreană. Este un număr similar cu cel al participanților la vot în ziua alegerilor pentru președintele Republicii Moldova de anul trecut. Autoritățile moldovene sunt în alertă și poliția pentru a asigura buna funcționare a secțiilor de votare în ziua alegerilor. En Transnistrie, lors de l'élection présidentielle de 2024, le candidat indépendant Alexandru Stoyanoglu, favorable à la Russie et soutenu par les socialistes, a remporté près de 80% des voix, tandis que Maia Sandu, représentante du parti de centre-droit Action et Solidarité, a obtenu environ 20% des suffrages. La première réunion nationale des cercles civiques numériques s'est tenue ce dimanche dans un stade de Budapest en Hongrie. Le public a été soigneusement sélectionné. Seules les personnes inscrites ont été autorisées à assister à l'événement de la campagne. La réunion a été organisée par une société extérieure qui a affirmé que la salle gigantesque avait été louée grâce à des fonds privés. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Viktor Orban a affirmé que l'Europe au sens classique du terme appartenait désormais au passé et que sa moitié occidentale était en crise. Intellektuális, szellemi bátorság kell, hogy vegyünk egy nagy levegőt és kimondjuk, Európa világa, ahogyan eddig ismertük és szerettük, véget ért. Ha letagadjuk, időt veszítünk. Ha kimondjuk, időt nyerünk. Au même moment, des milliers de personnes se sont rassemblées contre les campagnes de haine du gouvernement sur la place des Héros à Budapest. La manifestation était organisée par la compagnie théâtrale indépendante Loop.
esetleg még a kormányváltás lesz most, akkor sem látom, hogy nagyon drasztikus változások lennének, mert minden magánkézben van, már valahogy mindenhol bebiztosították azt, hogy akkor is ők legyenek valamennyire kontrollban, hogyha egyébként úgy nincsenek kormányon. Loop avait déjà lancé une pétition quelques semaines plus tôt contre la campagne de haine du Fidesz. Jusqu'ici, celle-ci a été signée par plus de 200 000 personnes. Où les chiens de compagnie sont-ils les plus populaires en Europe ? La population mondiale de chiens est estimée à environ 900 millions, dont 500 millions sont des chiens de compagnie, selon une récente publication de la base de données World of Stats. Les États-Unis, le Brésil et la Chine arrivent en tête. En Europe, la population de chiens de compagnie avoisine les 90 millions, ce qui est moins que la population de chats, mais bien plus que d'autres animaux de compagnie comme les oiseaux, les petits mammifères, les poissons et les reptiles. Au sein de l'Union européenne, l'Allemagne arrive en tête avec 10,6 millions de chiens, suivi par l'Espagne avec 9,3 millions, l'Italie avec 8,8 millions, la Pologne avec 8,1 millions, la France avec 7,6 millions et la Roumanie avec 4,2 millions. En ce qui concerne le plus grand nombre de chiens par habitant, les pays qui arrivent en tête sont la Hongrie avec 29 chiens pour 100 habitants, le Portugal et la Pologne. Le nombre de chiens de compagnie dans l'Union européenne n'a cessé d'augmenter depuis les années 2000, sous l'impulsion de la génération des millennials qui forment des familles plus petites et ont des enfants plus tard dans la vie selon les analystes. Le marché européen des animaux de compagnie, y compris les services et les accessoires, représentait 30 milliards d'euros en 2023.